A36, Beaune-Mulhouse. De part et d'autre de l'autoroute, les arbres vous escortent. Où allez-vous déjà ? À Ornans. Vous songez au majestueux chêne de Flagey, peint par Gustave Courbet. Mais saviez-vous que les forêts du Doubs abritent aussi un monstre terrifiant ? Une bête dangereuse à la fois femme et serpent. La vouivre, une créature qui répand l'amour et la mort. Chaque histoire commence quelque part. Chaque voyage a son point de départ. Chaque légende a ses racines. Vous écoutez Panorama. Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie Besançon. Dans les griffes de la vouivre. Qu'est-ce qui pousse un homme à faire des folies ? Bien des raisons sans doute. Dans les grandes tragédies, c'est au nom de l'amour ou de l'honneur. Dans les légendes populaires, on invoque d'étranges maléfices. Mais c'est aussi parfois par simple appât du gain, ou encore à cause de l'alcool. En ce qui concernait Élie, ce fut tout cela à la fois. Élie aimait Juliette, et il voulait lui demander sa main. Mais il ne savait comment faire. Comment le lui dire de la plus belle des manières ? Alors il était parti marcher dans la campagne, aux alentours d'Ornans, où il vivait, pour trouver l'inspiration. Il avait entendu dire que les poètes procédaient de cette façon. On était le 13 août 1901. Il faisait beau et chaud. Et ses pas menèrent Élie jusqu'aux rafraîchissantes sources de la Loue, cette rivière qui avait inspiré Gustave Courbet, le célèbre peintre de la région. Élie aurait aimé savoir comme lui manier les couleurs et la lumière pour traduire les sentiments qui agitaient son cœur. Mais il n'était pas un artiste, juste un modeste tanneur, si bien que présentement, il avait beau regarder l'eau de la Loue, ses remous, il ne parvenait pas à épuiser le moindre mot doux. L'inquiétude s'empara de lui. Pourquoi Juliette voudrait-elle l'épouser s'il n'avait ni talent ni fortune ? Il ruminait ses pensées, quand soudain, un éclat attira son regard. Quelque chose brillait dans une touffe d'herbe accrochée à la paroi, presque à l'endroit où la rivière jaillissait de la roche. Élie se rappela que tout près d'ici, on avait retrouvé quelques monnaies antiques dans une grotte. Il se dit qu'un tel objet ferait un magnifique cadeau de fiançailles, une médaille qu'il pourrait passer solennellement au cou de Juliette. Élie posa un pied sur la berge de la Loue. La pierre était glissante et la rivière cascadait en projetant des gerbes d'écume. Une écume verte à l'odeur piquante. L'entreprise était hasardeuse, assurément, et même dangereuse, vu la violence du courant. Il progressait centimètre par centimètre, le ventre collé à la paroi, cherchant à s'agripper dans les anfractuosités de la roche polie par les ans. Et à chaque avancée, il pensait à sa bien-aimée, comme enivré. Tout à coup, elle fut là, sous ses yeux. Ce n'était pas une pièce de monnaie, c'était un rubis. Un énorme rubis rond et rouge, resplendissant comme une boule de feu. La joie prit possession d'Élie et son visage se fendit d'un immense sourire. Il vit Juliette face à lui devant l'autel de l'église Saint-Laurent d'Ornans. Elle portait une robe blanche somptueuse et arborait le rubis sur sa tête. Élie tendit le bras, il y était presque. Des gouttelettes d'eau fouettaient son visage. Il allongea ses doigts au maximum pour saisir la pierre précieuse. Il sentit qu'il la touchait, quand soudain, il glissa. Son pied d'appui se déroba et il ne put se retenir au rocher. Il tomba, emporté par les flots. Il aurait voulu hurler, mais il était déjà sous l'eau, chahuté, bousculé, choqué contre les grosses pierres qui tapissaient le lit de la rivière qui l'emportait.
inexorablement. Peu à peu, le courant se calma et Élie échoua sur la rive parmi des cailloux couverts de mousse. Il ouvrit péniblement les yeux. Il était dans ce qui lui semblait être une sorte d'étang, au pied d'une cascade. Il avait dû atterrir au lieu-dit le Grand Saut. La tête lui tournait. Il essaya de se redresser et réalisa qu'il tenait serré dans sa main le rubis. Dans sa chute, il n'avait pas lâché prise. Il avait réussi. Il eut en même temps envie de rire et de pleurer de soulagement. Quand une douce mélodie lui parvint aux oreilles. Le corps douloureux, Élie se tourna pour voir d'où provenait cette musique. Et dans l'eau de la Loue, il aperçut une femme. Une femme nue, qui chantait pour elle seule. Et Élie s'empourpra. Il voulut partir, mais son corps refusait de lui obéir. Il était manifestement blessé. Alors il cria d'une voix maladroite « Je suis désolé ». La femme se retourna, le vit et se figea, sans se couvrir le corps de ses bras. « Je suis désolé », répéta Élie. « Je suis tombé dans la rivière et j'ai atterri là. » La femme l'observait comme un animal étrange. Pourquoi ne semblait-elle pas embarrassée? Élie l'était, lui. À sa grande stupeur, elle s'approcha, lentement. « Vous vous êtes fait mal ?» lui demanda-t-elle en se penchant sur lui. Il ne savait que répondre. La femme tendit vers lui une main pâle et mouillée. Il balbutia « J'ai dû me casser quelque chose, c'est idiot. Je voulais attraper ça. » Et il lui montra le rubis. Aussitôt, la femme poussa un cri. Un feulement terrible. Son corps blanc se couvrit d'écailles. Elle se dressa soudain sur 3 queues. Et dans son dos, apparurent de gigantesques ailes de chauve-souris. Autour d'elle, les flots se peuplèrent de serpents qui fondirent en sifflant sur Élie. « Vous êtes la vouivre !» Jusqu'ici, Élie n'y avait jamais cru. La vouivre, c'était une légende qu'on racontait aux enfants et à laquelle personne n'accordait plus le moindre crédit, si ce n'était quelques vieux paysans. Une femme dragon qui rôdait du côté des sources de Haute-Marne et du Doubs et qui possédait un puissant talisman. Brandissant le rubis, Élie s'écria « J'ai pris votre escarboucle !» Déjà un serpent s'était jeté sur lui, une vipère, dont les crocs entraient dans sa chair. Terrifié, Élie arracha le serpent et tendit la pierre à la vouivre. « Je vous la rends, prenez-la. Je n'ai jamais voulu la voler à qui que ce soit, je vous le jure. » La créature ailée la lui reprit brusquement et tout à coup s'apaisa. Les serpents disparurent et le monstre reprit en un instant l'apparence d'une femme revêtue d'une robe fluide et sombre. « Allons, je te crois, » dit la vouivre, plaçant le rubis sur son front. « Mon escarboucle est un œil de connaissance, et je vois que tu es un jeune homme au cœur pur. » De sa main pâle, elle toucha le bras d'Élie, à l'endroit où la vipère avait laissé la trace de sa morsure. « J'aurais pu te dévorer vivant, mais je vais te guérir, car c'est ainsi que j'agis avec les hommes qui me plaisent. » Élie tressaillit. « Je voudrais rentrer chez moi, » dit-il. La vouivre rit. « Mais c'est ici, chez toi. » Elle effleura la joue d'Élie d'un doigt glacé. « À mes côtés, tu seras riche et puissant. » Et, telle une flamme, elle s'envola dans l'air du soir, en ondulant. « Je suis désolé, dit encore Élie, mais cette fois-ci fermement.
Je reconnais que ce que vous me proposez est tentant, je ne peux cependant accepter. Comment ? Dans le ciel enténébré, la vouivre lança de son escarboucle un éclair couleur de sang. « Je ne voudrais pas vous mentir, » ajouta Élie. « J'aime Juliette et ne désire rien d'autre que de vivre à ses côtés. »« Imbécile !» vociféra la vouivre. « J'aurais dû t'avaler, mais je n'ai qu'une parole. » Et elle disparut dans la nuit, laissant seulement derrière elle un trait de lumière éblouissant. Élie perdit connaissance. Au matin, quand il rouvrit les yeux, Élie reconnut le docteur d'Urville, qui l'observait, debout au bord de l'étang. « Le voilà qui revient à lui, » dit le médecin. Derrière lui, Élie aperçut Juliette. « Que vous est-il arrivé, mon garçon ?»« La vouivre, » dit faiblement Élie. Et il leur raconta son étrange aventure. Au terme de son récit, le docteur d'Urville le regarda un instant. Puis, il hocha la tête. « La vouivre n'existe pas. Les enchantements qu'on lui attribue ne sont que de simples phénomènes météorologiques ou astronomiques, foudres et autres étoiles filantes. D'ailleurs, il y a des orages depuis 3 jours dans toute la région. N'est-ce pas, mademoiselle Juliette ?» Celle-ci opina. « Et ma morsure ?» se récria Élie. « Enfin, c'est très courant de croiser des vipères près de la rivière, » lui répondit le médecin. « Et leur morsure n'est pas toujours venimeuse. » « Quel enfant vous faites ? Nous sommes en 1901 et plus au Moyen-Âge. Vous ne connaissez donc rien en herpétologie ?» Le docteur s'interrompit. « Attendez. » Il se pencha plus près d'Élie, renifla. « Par Esculape, vous empestez l'alcool !» Élie croisa le regard de Juliette, où il lut soudain la plus amère déception. « C'est faux. Je suis sobre, Quelle misère !» grogna d'Urville. « Un jeune homme vaillant comme vous qui noie ainsi son ambition. »« Docteur !» Un gendarme arrivait en criant. « Voyez ça, docteur !» Il tendait devant lui son képi retourné, qui était rempli d'une eau verte au parfum anisé. « C'est l'eau de la Loup. Elle est pleine d'absinthe. »« Plaît-il » demanda d'Urville, en sortant de sa poche un monocle. « Les usines Pernod de Pontarlier ont pris feu le 11 août après avoir été touchées par la foudre. Et les ouvriers ont déversé toute l'absinthe dans le Doubs pour éviter que l'incendie ne prenne dans les cuves. « Venez-en au fait » s'impatienta le médecin. « Eh bien, voici que l'absinthe réapparaît dans la Loup. »« Quoi ? Mais c'est une formidable découverte géologique » s'enthousiasma l'homme de science. « Cela prouve maintenant que les réseaux karstiques du Doubs et de la Loup communiquent. »« Et vous ?» dit-il à Élie en se retournant vers lui. « Vous êtes la victime accidentelle d'une intoxication alcoolique. » Élie vit le regard de Juliette passer de la défiance à la commisération. Elle s'avança pour lui tenir la main. Il voulut se redresser pour se donner bonne figure, quand il sentit quelque chose dans sa manche. Il y glissa la main et en sortit une pièce d'argent, sur laquelle était frappée une créature à 3 queues. « La vouivre » murmura le docteur d'Urville. Sur une monnaie gallo-romaine. C'est certainement un denier lingon, ajouta-t-il en essayant de saisir la pièce. Mais Élie ne lui en laissa pas le temps et la déposa tout de go dans la main douce et chaude de Juliette. La découverte, en 1901, que la Loup était un affluent du Doubs, après le déversement des stocks d'absinthe de l'usine de Pontarlier dans les eaux du fleuve, a depuis été corroborée par plusieurs expériences scientifiques. Quant au denier d'argent à l'effigie de la vouivre, il fait peut-être partie du trésor des Sécanes, exposé au musée-château de Burgil, au nord du département. En tout cas, si vous vous aventurez aux sources de la Loup, suivant les sentiers de randonnée qui y mènent aujourd'hui, prenez garde aux étranges lueurs qui brillent parfois sur ces berges.
amoureuses éperdues, chevaliers illustres, créatures fantastiques, leurs vies légendaires ont marqué les paysages que vous traversez. traversées et laissé leur empreinte dans le cœur des hommes et des femmes qui s'y sont aventurés. Les autoroutes APRR et AREA vous invitent, le temps d'un voyage, à réveiller le passé Et à entrer dans la légende. Vous avez écouté Panorama, avec les voix de Denis Podalides de la Comédie Française et Juliette Roudet. Texte, Martin Kénéen. Musique, Germain Calsou et Charles Dolé. Réalisation, Anna Bui. À bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.